La riposte, c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste. Soutenez-nous sur oposte.fr. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on va y arriver? On va y arriver? Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Oh, bien. Bon, bah voilà. Super. Merci beaucoup, Antoine. Désolé pour ces. Oh là là. T'inquiète. Et c'est la deuxième fois que tu viens ou la troisième, je ne sais plus. C'est la deuxième fois que je suis convoqué, ouais. Voilà, c'est ça. La première, on avait des problèmes d'image. Maintenant, c'est le son. C'est ton premier long métrage fort, fort favorablement connu de nos services. Puisque tu es donc déjà venu au poste. Antoine, le showrunner de la série Ousekine qu'on avait tellement adoré, réalisateur de quelques Barons Noirs et autres Bureaux des légendes. Avec La Pampa, tu nous plonges dans l'adolescence avec ses amitiés, ses trahisons, sa tendresse et ses choix, ses errements et ses sexualités. L'histoire raconte l'amitié à la vie et à la mort de Willy et de Jojo. Pour tuer l'ennui, ils s'entraînent sur un terrain de motocross quelque part en Anjou. Un soir, Willy découvre le secret de Jojo et Antoine Chevrolier retourne avec ses acteurs sur ses propres pas, puisque le film est tourné carrément dans le village de ton enfance. Et oui, je suis retourné dans les rues, dans ce territoire que j'aime tant, qui est l'Anjou. L'Anjou, donc pour les Angevins, on est Nord-Loire. Il y a Nord-Loire et Sud-Loire. Nous, enfin moi, j'ai grandi à Longué-Jumelles. Je suis né à Angers, mais j'ai grandi à Longué-Jumelles, qui est un petit village, et où effectivement il y avait ce terrain de cross qui s'appelait la Pampa et qui s'appelle toujours la Pampa. Et qui est, dans lequel j'allais un tout petit peu. Alors moi, j'avais pas les moyens de m'offrir, ce sport, mais je regardais derrière le grillage un tout petit peu tout ce qui se passait, autour de ces motos, mais surtout autour de tous ces hommes qui pratiquaient ce sport, très viril. Mais le film est tourné en grande partie dans les rues où j'ai grandi, dans les rues où j'ai fait du vélo. Ah, on a tourné à quelques mètres de la maison, de famille, enfin voilà quoi. Il y a eu une scène notamment dans l'église, qui est une église que tu as. Enfin, je ne sais pas si tu l'as fréquentée, mais enfin, au moins tu es passé devant, quoi. Je l'ai fréquenté, j'ai des souvenirs, un peu marrants dans l'église, puis des souvenirs beaucoup moins marrants effectivement d'avoir enterré, des gens très proches de ma famille et puis d'autres personnes, très, très proches. Ouais, c'est ça. C'était, très émouvant évidemment de retourner sur tous ces lieux, et cette église, c'est marrant, j'en parlais hier avec mon frère, heu, qui est lui aussi en fait, en ayant vu le film, enfin cette scène lui convoquait plein de moments, douloureux quoi. J'imagine, j'imagine. Ton producteur, Tandem, a tweeté. Distributeur, Oh, c'est le distributeur, Tandem. ah oui, Ouais, c'est Agathe Film, le producteur, c'est ça? exactement, ouais. Oh, putain, faut pas se tromper, putain, faut pas se tromper. Non, c'est pas grave, c'est pas Le distributeur, bah oui, c'est vrai que c'est plutôt les distributeurs qui font ça, a tweeté merci aux 100 000 premiers spectateurs. eh oui. Donc l'idée, c'est qu'on double la mise ce soir. C'est que demain, Écoute, on soit à 200 000. ça serait trop beau, mais non, c'est super, on a atteint effectivement les 100 000 ce week-end. Ce qui est fou, nous, on est un petit film, fait avec, peu d'argent, avec une équipe technique et des comédiens qui se sont investis, très intensément dans le projet. Donc, d'avoir une réponse comme ça du public, qui semble aimer le film, et surtout le bouche à oreille est manifestement très, très bon. Atteindre 100 000 en si peu de temps finalement, ouais, c'est très, très beau. On espère que ça va continuer, on espère que ça va continuer évidemment. Et donc, oui, parce que le film est sorti le 5 février, donc ça veut dire Ouais. que ce mercredi, c'est la troisième semaine ou la deuxième? Ouais, on termine la deuxième semaine ce D'accord. mercredi, et on entame la troisième mercredi, en fait, quoi. Alors c'est assez amusant parce que dans le film, il n'y a qu'une seule scène avec une steadicam, et là tu te venges depuis tout à l'heure, tu t'arrêtes pas de bouger ta Mais caméra. non, mais en fait, je vais t'expliquer, parce qu'en fait, je suis chez mon frère, Voilà. je suis dans la chambre de mon neveu. Donc forcément, là où il fait ses là où enfin bon, là, il n'est pas là évidemment, mais donc le téléphone est posé sur des jeux, enfin bon bref, donc c'est un petit peu, C'est un petit peu instable. acrobatique, mais tant que tout se passe bien pour toi.
Est-ce que dans la présentation, hormis la phrase que j'ai piquée au dossier de presse, hein, pour tuer l'ennui, il s'entraîne sur un terrain de motocross, Willy découvre le secret de Jojo, est-ce que le reste convenait? Est-ce que c'est une bonne idée que de parler d'amitié, de trahison, de tendresse, de choix, d'errement et de sexualité? Ou est-ce qu'il y a, Non, j'ai oublié quelque chose d'important? non, c'est très juste. C'est le principe d'un pitch, il faut synthétiser. Moi, je suis nul en ça, donc en fait, mais je trouve que tu l'as très bien fait. Après, moi, je rajouterais des choses évidemment, mais je pense que c'est un film qui parle beaucoup, d'autorisation à être, ce qu'on doit être, d'autorisation que nous offre le monde dans lequel on grandit. Mais bon, ça, c'est des choses plus difficiles à pitcher, mais donc voilà, comme je suis nul en synthèse, c'était parfaitement synthétisé. Mais par exemple, euh, qu'est-ce que tu aimerais, juste pour le résumer, après on va rentrer dans les détails, que tu aimerais qu'on dise d'entrée de jeu, que je n'aurais pas dit jusqu'ici? En fait, je trouve que c'est profondément un film sur la famille, Oui. sur les liens familiaux, au sens, nucléaire comme au sens, large du terme, quoi. La famille que tu te crées, la famille que tu as, heu et c'est vrai que c'est un mot qu'on emploie peu, mais moi le premier hein, autour du film, mais je trouve je dis ça parce qu'en fait, c'est ce qu'on me renvoie aussi beaucoup. C'est ce que les gens, me disent en sortant des projections. C'est un film sur les liens familiaux, c'est un film sur les mères et leurs fils, sur les filles et leurs mères, sur, les amis, IES, enfin c'est un film sur les liens, quoi et j'ai le sentiment des fois que, on omet un tout petit peu cette partie-là, quoi. Ah C'est bah, en fait, je trouve que c'est plus un film sur la famille que sur le motocross, tu vois? ah, eh bah, oh, bien sûr. Chaque fois que je reviens ici, j'ai l'impression d'être en 1950. Avec votre mentalité de merde, là. Bon les gars, il reste une course, hein. Allez, hein. T'inquiète. Faut rien lâcher. On va s'entraîner. Maintenant, c'est tous les jours à la pampa. Accélère! T'as vu comme il est fier de toi, ton père? Accélère! Tu fermes ta gueule, t'as rien vu, ok? Si mon père il tombe dessus, je suis mort. Dégage. C'est fini, y a plus rien, y a plus de championnat, plus de croche. J'ai dit à ton père, c'est mort, d'accord? Qu'est-ce que tu fous, Willy? Mais vous voulez pas me laisser tranquille une fois? Ose ramener ta gueule ici! Papa, Tu me fais honte, c'est pas pour qui, moi? Il est où Jojo là? je sais pas. S'il te plaît, je voudrais aller à Bayonne. T'inquiète pas. Je l'ai bien vu dans la lampe d'Aladin. Je retiendrai de place dans l'avion. Très bien. Très loin du son des accords. En tout cas, après tout ça, vraiment qu'on se barre des plaines. Regarde-moi bien, Narvalo. Je te jure qu'on bouge d'ici. Je me suis dit, bon, comme il a dû faire pas mal d'interviews, je vais essayer de trouver un truc un peu malin. Et comme ici, et comme ici, et comme ici, on a beaucoup évoqué ta magnifique série Oussekine. On a eu l'occasion de déjeuner ensuite ensemble et je t'ai redit combien tout l'amour que j'ai pour ton travail et pour cette série. Et donc, comme je me doute qu'il y a dans le chat pas mal de gens qui ont vu la série, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on pourrait jouer au lien qu'il y aurait entre la série et le film pour parler du film? Et la première chose que j'avais notée, c'était justement les relations intrafamiliales. C'est vraiment trop fort. C'est vraiment trop fort, David. Pile poil. Non mais, vends ton film, merde! Moi, je suis nul pour vendre des choses, mais alors, oui, alors je vais vendre mon film. Oui, bah, oui, évidemment, sur Oussekine, c'est le cœur, de ce qu'on a voulu traiter avec Faiz Again, Cédric Ido, Julien Lilti, Lina Swalem. On a souhaité, traiter l'affaire Oussekine à travers la famille et en fait, presque inconsciemment, en attaquant la pampa avec Bérénice Boquillon et Faiz Again à nouveau, heu, on s'est rendu compte que, ce les les sillons qu'on creusait, ce qui nous intéressait finalement, plus que tout, c'était,
cette impossibilité à dialoguer, cette impossibilité à dire les choses, cette impossibilité à être les choses, comment la personne avec qui on vit sous le même toit ne l'entend pas, ne le comprend pas, les non-dits, enfin voilà, toutes ces choses, heu qui nous fascine un tout petit peu avec, Bérénice et Feïda. On a essayé effectivement d'insuffler, tout ça dans la pampa, mais c'est profondément ce que raconte aussi, Housekine. Alors, c'est 2 violences différentes parce que enfin, elles sont, nos personnages sont confrontés à 2 violences, à un endroit différent et à un autre, je crois, très similaire. C'est la violence étatique, c'est la violence policière pour, Malik Housekine et sa famille, mais c'est aussi une sorte de violence politique et étatique que subit, Jojo et indirectement Marina et Willy, mais c'est la violence d'un collectif. C'est la violence en fait d'une meute qui se met en place et qui se met en branle pour, attaquer violemment lâchement et violemment, les individus, les singularités, les particularités. Donc il y a quelque chose où effectivement j'ai le sentiment qu'il y a plein de ramifications. En fait, heu, c'est comme si c'était un grand fleuve, quoi, et que Housekine et la pampa et d'autres trucs qui arrivent, nourrissent un tout petit peu ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse avec, les co-scénaristes avec qui je travaille, qui est, la violence du collectif, quelle qu'elle soit, quel qu'il soit plutôt. Alors, La violence du collectif, Alors, ouais. alors peut-être qu'il faut préciser, là tu as donné 3 prénoms de personnages, Willy, Jojo et Marina. Est-ce que tu peux les présenter rapidement, le rôle hein, qu'ils ont? Après, on parlera des acteurs et des actrices, évidemment. Willy, qui est incarné par Saïd El Amri est le rôle principal du film. C'est notre, point de vue jusqu'à un certain moment on s'autorise quelque chose dans le récit, mais vous verrez le film, voilà. Mais c'est notre point de vue sur ce monde, sur cette société, sur cette classe, sur cette violence aussi, qui a un ami, un frère, qui s'appelle Jojo, avec qui, il a grandi, avec qui il a fait, les 400 coups et incarné par Amaury Fouché, qui vivent donc dans ce village de Longué-Jumelles. Amaury, Jojo, pratique le cross. Willy est son mécano slash, meilleur pote et ils passent le plus clair de leur temps ensemble, à parler, à bédave, à faire les cons et puis ils ont une bande de potes autour d'eux et puis un jour arrive, Marina qui elle est originaire aussi, de ce petit village, mais qui est allée, à la ville, comme on dit, à Angers, à quelques kilomètres, à presque 1 heure de Longué-Jumelles et qui revient avec une autre proposition, en tout cas, un autre regard et sur le village et sur la vie, plus largement. Donc voilà, ce sont un peu les 3 protagonistes, adolescents du film. Et Angers, c'est à 1 heure de train. Il y a un des personnages qui va avoir un problème par rapport à ça. Mais en réalité, c'est un autre monde, en fait. C'est un autre monde. Bah, ouais, c'est un autre monde. Ouais, pardon, excuse-moi. Non, non, je t'en prie, non, c'est toi l'invité, vas-y. Non, c'est un autre monde parce qu'Angers, même s'il y a pas un total anonymat, bon, il y a pas d'anonymat dans les villes, dans les petites villes et dans les villages, dans ces territoires ruraux. Même s'il y a un petit anonymat, il y a aussi, profusion, de possibilités, heu culturelles, de point de vue, enfin, il y a quelque chose, on parle pas d'une immense ville, mais Angers, c'est quand même, une immense ville par rapport une grande ville par rapport à Longueuil-Jumelles. Donc il y a la possibilité d'aller au cinéma, il y a des musées, il y a la possibilité, de voir effectivement quelque chose que vous découvrirez dans le Oui. film qui est quelque chose que moi je trouve magnifique, que j'ai découvert évidemment bien trop tardivement. Mais c'est une manière aussi à travers Marina, qui est issue d'une autre classe sociale, parce que Marina nous permet de montrer que malgré ces petites villes, il y a toujours un rapport de classe entre les personnes, qui vivent dans ces territoires. Hem, c'est aussi à travers Marina une manière de montrer à quel point, à proximité, pas si loin et si, les pouvoirs publics, faisaient correctement leur travail, eh bien, on pourrait avoir tous et toutes accès à cette alternative de pensée. Quand je dis une alternative de pensée, c'est pas forcément une pensée, politique, c'est juste une alternative de pensée de sensibilité, juste une d'autres propositions qui peuvent potentiellement, changer des trajectoires, changer des vies, changer des pensées, même pour le coup politiques. Angers offre ça, en tout cas en partie.
Et Marina, elle, vient avec, cette alternative de pensée, quoi, avec ce prisme élargi, quoi. Alors, il a été beaucoup dit, que c'était, autobiographique. Alors, je te demande pas, quelle est la part d'autobiographie, dedans. Je crois en déceler un petit peu, mais le spectateur te connaît pas et il se contrefout de savoir si c'est autobiographique ou pas. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que c'est moderne, c'est que, par exemple, la violence de groupe dont tu parles, ça on peut le dire assez facilement, c'est une violence qui est très actuelle puisque c'est celle des, comment dirais-je? Sans trop, divulgacher, c'est celle des réseaux sociaux, on va dire. Voilà, hein, donc on n'est pas bien que tu sois jeune, on n'est pas, voilà, on est à l'ère d'aujourd'hui, hein. C'est un film qui se déroule aujourd'hui et pas il y a 20 ou 25 ans, quand tu avais l'âge éventuellement des personnages. Non, pas du tout, moi j'ai plus, l'âge, des personnages depuis bien longtemps, mais c'est surtout en fait, moi je trouve que je prétends pas que ce soit plus violent qu'à mon époque ou, qu'à l'époque, de nos parents. Les outils sont différents, mais la violence pour moi, elle a le même impact, elle est aussi, destructrice. Oui, oui, le qu'en dira-t-on, la rumeur, depuis le Moyen Oui. Âge et avant, tue, hein. Je veux dire, c'est Oui, puis il y a une autorisation, dans ces territoires-là, en tout cas empiriquement, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a une autorisation de la violence, physique, qui existait, profondément à mon époque et qui existe, encore aujourd'hui, mais avec cet outil, avec ces outils que sont les réseaux sociaux, ça ne fait pas moins mal, mais c'est différent. Mais moi, j'ai pas envie, mais c'est peut-être très naïf de ma part, hein, moi je prétends pas savoir, hein. Je c'est j'ai pas envie de me dire que, c'était mieux avant, c'était moins violent. Moi, ce que j'ai traversé, ça a été hyper violent, mes amis, mmh. ce qu'ils ont traversé, ça a été hyper violent et vraiment, je suis pas sûr du tout que ce soit, pire aujourd'hui. C'est juste que, bah, c'est comme tout en fait, on le ça n'était pas relayé, quoi. Il me semble avoir lu tout à l'heure dans le dossier de presse que tu parlais justement de ce même neveu dans lequel tu es, dans la chambre duquel tu es aujourd'hui, je crois. Que c'est lui qui t'a montré un peu la violence qu'il pouvait y avoir, la violence moderne, non? Je me trompe ou pas? Non, c'est ma nièce, c'est ma nièce. C'est ta Là, nièce. ce neveu-là, alors il vit pour le coup aussi dans une petite ville, mais c'est ma nièce qui, elle, Pardon. vivait à Longué, à l'époque, dans le bled où j'ai grandi et où se passe le film. C'est elle qui, à un moment donné parce qu'en fait, bon, bah, quand on écrivait avec Bérénice et Feyza, on écrit un peu des choses et puis, on sait jamais à quel point, en fait, le film choisit, ce qu'on veut raconter ou si c'est nous qui, très consciemment, pointons, les thématiques. Bon, moi, j'ai le sentiment que c'est surtout le film qui choisit. Donc à un moment donné, quand je revenais, voir, ma famille, j'allais voir ma nièce et bah, on discutait, mais en ayant pas forcément en tête, des choses liées au film, juste on discutait, c'était ma nièce. Puis à un moment donné, elle me dit je lui pose une question genre: «Mais tu fais quoi de tes après-midi?» Elle me dit: «Bah, on va à l'hôpital, quoi». Je fais: «What? Comment ça, on va à l'hôpital?» Elle me dit: «Bah, on va à l'hôpital en face de l'école et tout», donc l'école où moi j'étais. Je dis: «Ah oui, c'est vrai qu'il est fermé cet hôpital» et donc elle m'emmène dans cet hôpital, celui que vous voyez, dans le film, où vous allez voir dans le film et là, je découvre, bon, enfin quelque chose de très émouvant parce que c'est un hôpital que j'ai, heu, que j'ai connu, un tout petit peu pour des raisons, personnelles et le délabrement. Alors forcément, j'y vois 2 choses. J'y vois dans un premier temps, heu le constat d'un échec politique sur les déserts médicaux dans ce genre d'endroit, de se dire: «OK, donc en fait, si, ma maman, va mal, il faut qu'elle aille à Angers ou à Saumur». Enfin, c'est tout de suite à une demi heure, c'est une catastrophe évidemment et puis j'y vois aussi une profonde, je vois une cinégénie dans ce décor qui me frappe très, 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 très fortement et puis voilà, je me balade avec ma nièce et puis, on va un peu partout dans la morgue et tout, puis elle me raconte plein d'histoires et tout et en fait, elle me raconte profondément ce que raconte le film, quoi. Puis je vois qu'il y a il y a plein d'endroits où, il y a des vitres cassées, des endroits où ça bédave et tout donc bon, très naturellement, en fait, elle m'a dit: «Bah oui, c'est là où on se retrouve après l'école et où on vient faire un peu n'importe quoi». Donc ce lieu est venu comme ça. Il s'avère qu'il risque d'être, démoli parce qu'ils vont en faire, je sais pas trop quoi.
mais c'est un lieu, effectivement incroyable et je suis très heureux de l'avoir filmé avant que tout ça soit détruit, quoi. Alors justement, deuxième lien que je fais entre Ousekine et la Pampa, c'est cette idée de filmer sur place. Puisque dans la série Malik Ousekine, tu as filmé au 20 rue Monsieur le Prince, là où il a été abattu, abattu par deux policiers et demi, on dira. En tout cas, je me souviens, tu m'avais invité au tournage de cette scène, c'était absolument incroyable et ça donnait évidemment une force à cette scène. Et là, tu filmes dans ton village, dans la Pampa, c'est ton village. Quelle est cette relation que tu as avec la réalité, avec l'authenticité? Est-ce bien raisonnable en tant qu'homme de fiction, monsieur Chevrolier? Qu'est-ce que Bah, ça écoute, signifie cette histoire? Que qu'est-ce moi que ça j'adore, hein. signifie tout ça? Bah, en fait, moi, j'ai le sentiment de pas faire du cinéma ou de pas faire de la fiction, naturaliste. Je fais du cinéma, réaliste, quoi. Enfin, je fais de la fiction réaliste et qui dit réalisme dit, évidemment réel. Donc mais réel maîtrisé. J'ai le sentiment qu'il faut encore une fois, c'est ma méthode. Moi, je prétends pas, tu me connais David, j'ai rien de péremptoire autour des choses, c'est juste que j'éprouve, je me trompe, j'essaie. Absolument. Enfin bon, voilà. Non, non, tu te trompes pas pour l'instant. Bon si certainement, mais en tout cas, il y a quelque chose qui j'aime beaucoup rassembler le réel d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, à travers, des lieux où les choses se sont également réellement passées, effectivement, le 20 rue Monsieur le Prince, l'hôpital désaffecté pour la Pampa. Hem, heu, Travailler, sculpter les couleurs, qui ont été, réelles à cette époque-là pour parler, évidemment, d'Ousekine, mais plus contemporaine, pour la Pampa. J'aime en fait avoir une espèce heu, d'établi devant moi du réel, tous les éléments du réel possible pour qu'ensuite, dans l'incarnation avec les acteurs et les actrices et avec toute l'équipe artistique, on puisse s'amuser avec ce réel, mais le recréer. Certainement pas être dans une espèce de relation, heu j'ai envie de dire et c'est moi qui le qualifie comme ça, mais voilà, paresseuse de: «On ne touche à rien, c'est comme ça, c'est le réel, c'est très beau». Non, moi j'aime bien refabriquer le réel en partant, heu du vrai décor, de vrais costumes, de vraies peintures au mur ou de ce genre de choses, mais encore une fois qu'elles soient maîtrisées. C'est-à-dire dans la pampa, tout le travail qu'on a fait, c'est d'essayer de faire, en sorte que, des costumes au make-up en passant par, la déco, l'image évidemment, tout ça soit dans une espèce de note. Note, ça veut pas forcément dire harmonie, hein. Ça veut dire, ça peut être des notes qui dénotent justement, mais en tout cas que tout soit dans une maîtrise pour tous les départements. Mais on part tout le temps effectivement, d'une photo, du réel ou d'un décor du réel et puis ensuite on le tord, on le sculpte et on fait en sorte que, encore une fois, on soit que tous les départements soient dans une maîtrise, quoi. Et par conséquent, quand on arrive avec les actrices et les acteurs, bon, bah, ce qu'on sculpte, c'est quelque chose de pas réel, c'est un scénario. Donc là, tout le monde travaille sur une base, hem, «rassurante» entre guillemets parce que, on est stable sur nos appuis, quoi. Il y a quelque chose qui est rassurant pour absolument tout le monde. Moi, ça m'aide beaucoup de travailler, pour parler des décors, de travailler à partir d'une base réelle, quoi. Mais est-ce que ça veut dire que tu vas sur le terrain du documentaire ou pas jusque-là? Non, jamais. Pas du tout. Pas du tout parce que encore une fois, comme tu le dis, je fais de la fiction, quoi. Je fais de la fiction et je suis pas fan des impros. En fait, c'est pas que je suis pas fan, c'est que je ne maîtrise pas. C'est un outil que je ne maîtrise pas. J'ai besoin d'avoir un peu un alpha et un oméga, d'une scène, d'un film, en tout cas, d'avoir le sentiment d'être en contrôle pour pouvoir le perdre, dans sa fabrication. Quand on tourne une scène ou même quand on monte, ça m'arrive évidemment de perdre le contrôle des choses. Mais j'ai besoin d'avoir un espèce de socle comme ça, très stable et le rapport, plus documentaire, je sais pas, j'ai essayé, hein, mais j'ai toujours le sentiment
bah, de passer à côté de la scène, ou j'ai toujours peur de passer trop à côté de la scène. Donc je préfère bien préparer les choses et être, en une pseudo maîtrise, quoi. Et tout à l'heure, tu parlais du réalisme et du cinéma réaliste et du cinéma naturaliste. C'est quoi la différence pour toi, exactement, Bah, elle est dans la en tout elle est dans la relation dans la réelle? dans la relation au réel, c'est-à-dire de pas avoir le sentiment de prendre le réel et de le malaxer, mais juste prendre un réel et de le travailler et de le sculpter et d'être dans une forme de maîtrise. Dans une forme de maîtrise, hein, pas dans une maîtrise totale, mais dans Oui, une oui. forme de maîtrise. C'est-à-dire que, moi j'ai besoin de savoir comment vont être, habillés les comédiens pour pouvoir, découper, et les comédiennes. J'ai besoin de savoir que, Attends, parce comment que les ta phrase est ambiguë pour les non-initiés. Tu dis: «J'ai besoin de savoir comment ils sont habillés pour découper les comédiennes». non, mais Le découpage, pour découper c'est pose c'est ouais, effectivement, ouais. il faut faire Pour gaffe. pour, on dit un découpage, technique, le nombre de plans dans une scène. On découpe, on appelle ça découper en fait ouais, c'est vrai que c'est très curieux, j'avais jamais Non, mais c'était parce que là, c'était dans une seule phrase, il n'y avait pas de virgule, enfin, tu vois? Heu non, oui, en fait, et ça, c'est quelque chose tourner une scène que tu aimes bien faire? découper? Oui, que tu fais bien, enfin, Ouais, je veux dire. bah, j'aime beaucoup, oui, découper, donc pour finir, l'explication, c'est vraiment savoir où on pose la caméra, à quel moment. On appelle ça un découpage technique. Donc, oui, moi j'aime beaucoup réfléchir à où, je pose la caméra, en fait, parce qu'on parle toujours d'un point de vue, on parle toujours de et puis on parle toujours de ce souci de la maîtrise. Moi, j'aime bien en fait, savoir que si je décide de poser ma caméra à un autre endroit, bah, je vais pas prendre tout le monde en porte-à-faux. Parce qu'en fait, c'est toute une équipe de cinéma. Donc si à un moment donné, je me dis, sur le plateau, je tourne, j'inverse, bon, bah, ça va foutre, un peu dans la merde toute l'équipe technique, et j'aime pas foutre, dans la merde les gens. Donc en fait, c'est d'essayer d'anticiper au maximum et de faire en sorte de pouvoir être, encore une fois, dans ce sentiment de maîtrise, qui est juste un sentiment, hein, qui est pas une, parce que après j'aime bien le perdre aussi, quoi. Ah ben c'est exactement ce que dit Rascal, à l'instant même dans le chat. Il dit: «Sympa ça, avoir le sentiment d'être en contrôle pour pouvoir le perdre». C'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que je suis trop fébrile et trop complexé, je pense, pour pouvoir arriver sur un plateau en me disant, «Ça va venir comme ça, enfin l'inspiration va venir». Je pense que j'ai pas assez confiance en moi, et que je veux pas, faire subir à l'équipe, un processus de création. Je pense que le processus de création, c'est à nous, enfin en tout cas c'est à moi de le faire un peu en amont, et puis on peut travailler avec l'équipe, le chercher avec l'équipe, mais sur une base où on a toujours le sentiment d'avancer, quoi. Troisième point, que je relie, aux 2 œuvres, La Pampa, dont on parle ce soir, et Oussekine, la série. C'est le gars en bleu là, à droite, là, sur l'affiche, je sais pas si tu vois? Ah oui, tu sais qui c'est? Le gars en bleu sur l'affiche, je le vois pas moi. Ah, tu le vois pas? Ah, tu pas de contrôle? J'ai pas de contrôle. Bah, celui qui joue, Willy, Ah oui, Saïd, ouais. Saïd, elle, a l'ami. Un vrai point commun, un vrai fil, quoi. Ce fil, c'est que c'est lui qui incarnait Malik, c'est ça. Mmh, mmh. Et alors, tu sais quoi? Je m'en étais pas rendu compte au début, pendant la première heure du film. Improbable. Ah OK, c'est marrant. Parce que je me souviens de lui très juvénile, très jeune, et là, alors je voudrais savoir, est-ce qu'il a vieilli? Est-ce que c'est moi qui perds la tête? Est-ce que, c'est la coiffure, c'est le maquillage? Est-ce que parce qu'on est d'accord, il a pas il a le même visage d'ange, ça, il y a aucun souci Mmh, là-dessus, mais mmh. non, je trouve qu'il a une autre gueule, non? Je me trompe ou pas? Oui, il a une autre gueule parce qu'en fait, sur Ousekine, il avait, bon, c'est tout con, mais il avait les cheveux un peu plus longs, Ouais. il avait, et puis il était tout simplement pas habillé de la même manière. Là, en fait, il s'est rasé, et il s'est rasé le crâne, on a accentué un tout petit peu au make-up, certaines choses, donc moi je trouve qu'il fait plus jeune dans La Pampa que dans Ousekine. Ah, c'est Ouais.
mais je trouve, hein. J'ai l'impression que le soleil est tombé un peu, genre, je vais mettre un Oui, peu de j'ai lumière, j'ai non? j'ai l'impression qu'il y a un petit problème de lumière, ces Chevrolet. Je sais Ouais. qu'Opos n'a pas les moyens des belles productions que monsieur fait. Ah oui, oui, ouais, c'est mieux. Là, Oh, c'est voilà. mieux? Ah, c'est OK. mieux. Ah, c'est mieux. Ouais, ouais, c'est mieux. Merci, Voilà. merci beaucoup. De rien, de rien. Merci, merci. Donc voilà, pour ceux qui avaient vu la série, qui avaient aimé, apprécié, voire adoré, eh bien, on le retrouve aussi. Et j'aimerais qu'on parle de l'autre acteur que je ne connaissais pas jusqu'ici, Amaury Fouché, bah, Jojo. je montre l'affiche, voilà, qui joue Jojo. Alors lui, je pense on peut dire quand même ce qu'il joue et ce qu'il est, ou pas? Ou tu veux qu'on laisse la surprise? On laisse la Bah, c'est comme tu veux. En fait, moi, j'ai le sentiment que quand les spectateurs découvrent Ouais, c'est du mieux. début à la fin le film, ils se le prennent un peu plus T'as dedans. raison, t'as raison. Alors Voilà. oublions, quatrième lien. Oui? Mais super, super acteur Amaury Fouché qui, pour le Ah oui. coup, a été casté par Alicia Cadot, comme tout le casting d'ailleurs, directrice de casting du film de La Pampa et qui l'a découvert et c'est sa première expérience au cinéma. Eh ben dis donc, Ouais, très fort. très fort. Les 2 sont très forts. Les 2 sont très forts. Un film qui vous touche en plein cœur, dit France Info. Je crois qu'il y a même quelqu'un a dit 2 acteurs incandescents. Mais c'est non, bah, c'est des phrases à la con, mais c'est vrai. Bon, alors, Mmh. je les reprends. Voilà. 4e point de liaison, bah, c'est la moto. Mmh. Mine de rien, puisque dans Malik Ousekine, on se souvient évidemment tous que dans la réalité, comme dans la série, ce sont des voltigeurs, donc ces motards de la préfecture de police de Paris, unité qui fut dissoute quelques semaines plus tard, avant d'être réactivée, comme on le sait aujourd'hui avec la Bravem. Bravem dont on parlera début mars avec la jeunesse, qui a écrit un bouquin sur la Bravem. Voilà, je fais un petit placement d'émission. Tu fais Euh, bien. et là, bah là, ça se passe sur un terrain de motocross. Dans les 2 cas d'ailleurs, c'est Honda, hein, dont je te soupçonne d'avoir passé un petit accord, parce qu'on voit plusieurs fois le logo Honda, non? Casquette, Bah, écoute, t-shirt. en fait, pour être tout à fait honnête, moi, je connais pas grand-chose aux motos et enfin, je connais pas grand-chose. C'est pas une énorme passion, quoi. Il s'avère que dans Ousekine, effectivement, j'ai dû me pencher un peu sur ces Honda qui avaient les voltigeurs et sur la Pampa aussi, mais j'ai pas d'affinité particulière avec les motos et par conséquent, encore moins avec, Honda, hein. Je suis désolé. D'accord. Non, mais il y a pas de partenariat avec Honda, parce que dans les 2 cas, Non. dans les en 86, c'était des XL, et là, je sais pas ce que c'est, parce que moi, le motocross, je connais pas. Moi, j'adore la moto, donc c'est pour ça que j'ai été aussi touché, mais on peut tout à fait ne pas aimer la moto et être embarqué par le film, hein. En fait, oui. C'est un univers que tu décris plus qu'une passion. C'est ça. En fait, si on aime la moto, enfin, je dis ça parce qu'il y a des gens qui aiment la moto, qui ont vu le film, qui ont adoré les Absol- séquences de moto, mais que ça ne les a pas empêchés d'être touchés par ce que ouais. raconte le film. Et d'autres personnes qui, pour le coup, étaient vraiment très réticents à l'idée de voir un film sur les motos, alors que c'est pas du tout ça. Non. En fait, on oublie très vite cette arène qu'est le motocross parce que je crois que le film, en fait, tisse des choses beaucoup plus larges que juste, le motocross. On utilise l'arène du motocross pour raconter ce qu'on a raconté autour de cette masculinité, autour de ce virilisme ostentatoire, mais en fait, la moto est juste un support, quoi. Et aussi, il nous permet d'amener une forme de tension et une cinégénie, très forte, dans il y a une cinématographie, très importante et un point de vue très important dans les 2 courses du film, quoi. Absolument. Et alors, je peux comprendre pourquoi les motards dont je fais partie ont particulièrement apprécié le filmage, c'est qu'il y a un moment donné, moi qui n'aime pas les drones, là j'avoue que j'ai été, il me semble bien que c'est un drone, enfin il y a pas qu'un drone, mais non, il n'y a pas de drone qui filme? Alors, je sais pas de quel moment tu parles? Tu parles de la deuxième course? Non, là, attends. Ah, oui, la Je deuxième pense que course. Je pense ouais. que c'est la deuxième course, parce que j'ai eu l'impression mais qu'importe si c'est pas un drone, c'est pas grave. Mais ce qui m'a plu, alors j'ai cru que c'était un drone, figure-toi. Non, c'est pas un Euh, drone, mais tout le monde pense que c'est un drone, mais parce que le plan est, tu parles du plan un peu spectaculaire? oui. Ouais, bah, c'est pas un drone.
Alors c'est quoi? Parce que moi, je veux faire Non, pareil quand je serai chevronné. Alors, non, on va pas livrer les petits d'accord, secrets là comme d'accord, ça. d'accord. Ok, ok. Mais, Ouais, mais, mais non. je juste t'avoue que beaucoup de gens me parlent de ce plan et tout le monde pense que c'est un drone. Et alors, Alors que ça n'est pas du tout un drone. non, mais pourquoi? Parce que je trouve il y a qu'importe que ce soit un drone, et si c'est pas un drone, c'est encore plus beau d'une certaine manière, parce que c'est que on a le sentiment que, on va dire donc la caméra est prise de vitesse à un moment donné. C'est-à-dire qu'elle elle ne peut pas aller aussi vite que la moto. Et voilà, il y a un petit mouvement. Voilà, pour ceux qui aiment la moto, qui est quand même un bel hommage à la vitesse, à l'équilibre, à la folie, au trompe-la-mort. Le film démarre par une autre scène, ça on peut le dire, Oui. de trompe-la-mort. Et si j'ai cru comprendre, là, pour le coup, il y a un petit rapport avec le Antoine adolescent. Ouais. Non, juste pour terminer sur le plan précédent, en fait, la Oui. question, sans trop divulgacher, c'est qu'il fallait être dans un rapport immersif, réellement immersif à ce moment-là. Donc on s'est posé la question avec toute l'équipe technique de comment on pouvait être dans ce rapport immersif. Et on a trouvé cette solution et ce plan dont tu parles, quoi. Donc les gens le découvrent. Oui, oui, ah bah non, non, bien sûr, bien Voilà. sûr, bien sûr. Et effectivement, la première scène, qui est une scène, comme tu le décris si bien, qui a plusieurs elle a plusieurs, vertus en fait, cette scène. C'est une scène où effectivement on raconte à quel point, Jojo a un rapport à la mort, à quel point en fait il est cette espèce de ligne, en permanence et qu'il la et qu'il la frôle, qu'il joue avec et c'est quelque chose que moi je faisais effectivement petit, quoi. Il y avait une rue en bas de chez moi, la rue Grimbel, pour ceux qui connaissent Longueuil-Jumelles. Tu descends la rue Grimbel, la rue qui va à Saint-Martin-de-la-Place. Là, j'ai perdu tout le chat, mais Non, non, mais on te c'est une croit. rue, c'est un croisement comme ça, en plein milieu de mon village, du Vieux-Bourg, où en fait, on ne voit pas, les gens qui arrivent et moi, je m'amusais en vélo à descendre à fond et à ne pas m'arrêter au stop, ce qu'il ne faut évidemment pas faire, hein. Donc en fait, elle est venue parce qu'elle est un peu décorrélée, du Oui. reste du film, cette scène. Elle me permet juste de faire une métaphore sur ce que le film va être raconté. Elle me permet également de qualifier un tout petit peu ces 2 personnages, tu vois? Ces 2 personnages qui passent de l'autre côté de la route et ceux qui restent, enfin du 1er côté de la route. Donc c'est une espèce de métaphore comme ça nerveuse de ce que va nous raconter le film. 5e point de convergence, convergence des films, convergence des luttes, c'est, bah, on en a un petit peu parlé au début, cette espèce de déterminisme social, alors qui est très différent dans les deux cas, la série et le film, Ousekine et La Pampa. Mais est-ce que je me trompe si je parle de déterminisme social comme une de tes obsessions, de tes marottes, et aussi d'extraction, hein, mine de rien, d'extraction sociale? Non, clairement pas. Moi, c'est quelque chose qui me constitue, c'est quelque chose que j'essaie une question que j'essaie de creuser à travers les différentes fictions, évidemment. Hem En fait, c'est aussi un constat, c'est-à-dire que c'est un constat lié à des discussions. Pour Ousekine, c'est particulier, mais pour la Pampa, c'est un constat, lié à la manière dont, ma classe, les territoires ruraux, ont été représentés dans la littérature, dans le cinéma. C'est aussi une espèce de constat où moi, je me suis jamais senti bien représenté dans tous ces récits, français. En tout cas, rarement bien représenté. Donc en fait, c'est aussi on se réapproprie nos histoires, on se réapproprie nos figures, nos personnages et puis on croise les doigts et on prie pour que ce soit, le plus représentatif possible et validé par ceux qu'on aime et ceux qui vivent encore dans ces territoires et ceux qui font partie de cette classe. Donc moi je me pose beaucoup, la question dans ce sens-là de, qu'est-ce qui fait que moi je me suis extrait, de ce territoire et de ma classe, enfin je ne me suis pas extrait de ma classe, mais que je suis un transfuge, géographique? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je peux poser un regard en essayant d'avoir le moins de surplomb possible, mais d'essayer d'être le plus droit possible? Et d'essayer de s'autoriser pour le coup à cette intransigeance, à les regarder droit dans les yeux et à être le plus intransigeant possible avec, toutes ces personnes, parce que toutes ces personnes, je les aime et ce territoire, je l'aime profondément. Donc, j'ai voulu,
raconter un tout petit peu, tout ça avec, toute le l'humilité du monde et surtout avec, mon point de vue qui est le mien et je parle au nom de personne d'autre que le mien. Heu, voilà, c'était important pour moi de montrer, ce qui me semblait, en fait, cette insularité culturelle, politique dans laquelle on grandit, quoi et dans laquelle grandit encore, ma famille. Cet abandon politique, c'est important de le figurer à la bonne hauteur, je crois, désormais. Justement, là, ces temps-ci sortent, un certain nombre de films, et j'imagine que c'est le hasard, parce que un film comme le tien, c'est quoi? C'est 3-4 ans de gestation, de travail entre l'écriture, la production, le tournage, le montage. Pour les autres, ça doit être à peu près pareil. Je pense évidemment à 20 Dieux, où il y a aussi des similitudes. Alors là, pour le coup, ça se passe dans le Jura. Mais où il y a aussi du sport automobile en arrière-fond, des stock cars. Comment t'expliques que tout d'un coup, le cinéma, alors pour l'instant avec réussite, hein, puisqu'on voit que vous, ça marche bien, et eux, ça a marché du feu de Dieu, et toi, peut-être ça va marcher du feu de Dieu aussi. Déjà, c'est Mmh. 100 000 en 15 jours, c'est génial. Comment t'expliques que tout d'un coup, le cinéma, c'est quoi? C'est parce qu'il y a une génération d'auteurs, et d'autrices, ou parce que d'autres sujets ont été épuisés, les films dans la cuisine de bobos parisiens, il y en a un peu marre. Ouais. Bah, ouais, ça c'est certain, hein. Enfin, je crois qu'on n'en peut plus, quoi. Non, mais c'est vrai, je vais pas Si. me faire que des amis, mais on n'en peut plus On n'en peut plus, on n'en peut enfin, je plus. dis «on», j'en peux plus. En tout cas, moi, je parle pour personne, mais moi, j'en peux plus, quoi. Hem et puis je pense que on nous autorise, on nous laisse, raconter nos histoires, encore une fois et il s'avère, bah, qu'on va dans des festivals comme Cannes, que derrière, il y a un succès public, qu'on a des prix à droite à gauche. On n'est pas dupe, quand je dis «on», pour le coup, il s'avère que Louise, qui a réalisé, 20 Dur, Mon on est dans Dieu. la même boîte de prod, Agathe Film. Donc on s'est parlé, mais on n'est pas dupe, on sait qu'on est dans une industrie et que d'un seul coup, là, il y a une espèce de vague autour du film rural, quoi, Mhm. qui est lancée. Mais plus que, les prix et autres, nous, en tout cas, enfin moi, ce qui est important, c'est de savoir que, les personnes dont je parle, en fait, se reconnaissent tout simplement. Ça leur donne envie d'aller au cinéma, que ça leur donne envie que leurs enfants aillent au cinéma, que leurs parents aillent au cinéma, puisqu'ils se sentent justement représentés et dans ce qu'on raconte, mais aussi dans la manière, dont on le raconte. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, on s'évertue, enfin, je me permettrai pas de parler pour Louise, mais je pense qu'on est dans le même, mouvement, à avoir une espèce d'intelligence chaleureuse comme ça, vers le public, tout en ne les prenant pas pour des cons, mais en ne les oubliant pas. D'essayer d'être comme ça, de pas avoir un rapport, sociologiquement froid, mais, d'être, sociologiquement chaud, en fait. Ouais, D'essayer ouais. d'être le plus proche possible d'eux, de ne pas les oublier, ni, hem, dans le fond et ni dans la forme. Et je pense que c'est ça qui fait que d'un seul coup et on peut rajouter Le Royaume de Julien Colonna, Oui. sur le territoire corse, qui a bien marché aussi. En fait, on a un peu la même trajectoire ces 3 films, parce qu'on sait de quoi on parle. Parce que c'est nos histoires, c'est l'histoire de nos familles, c'est l'histoire de nos frères, de nos sœurs, c'est l'histoire de nos amis. Donc en fait, il y a aussi, je crois, par la force des choses, une sincérité qui manifestement, touche le public et plaît au festival. Donc c'est hyper enthousiasmant et puis surtout, ben, on va arrêter de nous piquer nos histoires et de nous regarder avec, du un peu trop de surplomb, de la condescendance ou pire, de la géographie, quoi. Alors, le chat m'engueule un petit peu en disant La vie de Jésus. Oui, mais La vie de Jésus, justement, qui était un excellent film, mais ça date, les. Oh, c'était quoi? 96, je dirais, 95, La vie de Jésus, 96, Tu vois? qui était un magnifique film, hein. J'ai adoré La vie de Jésus, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Bah, La vie il y a de ça dans la pampa aussi, il faut dire. Il y a de la vie de Jésus dans la pampa, je ça a trouve. été ça a été une énorme claque pour moi, La vie de Jésus, effectivement. Il y avait un regard qui était, posé, très justement que je trouve que Dumont a perdu un peu, sur la route. Mais La vie de Jésus, évidemment, ouais.
Alors, 6e, je crois, et dernier point d'accroche que j'ai trouvé, c'est. On est d'accord, hein, quand je fais ça, je dis surtout pas que tu es en train de répéter ce que tu as fait, pas du tout. J'ai essayé de voir les. Voilà, de lier voilà, des petites choses comme ça. C'est. Je ne prends rien de mal venant de toi, David. Je n'ai pas de rapport égotique à rien, d'ailleurs. Donc, Non, c'est au niveau du scénario, puisque tu l'as dit au début, et Sorcière dans le chat a une question sur elle, c'est Faiza Again, qui était déjà la scénariste, enfin la co-scénariste de la série Malik Ousekine. Elle avait fait particulièrement le 1 et le 4, je crois, mais enfin, vous aviez bossé dans votre chambre d'écriture, là. Quelle a été ta collaboration, te demande Sorcière, avec Faiza sur La Pampa? d'abord, je pense que quand on présente Faiza, il faut la qualifier avant. Soit on met reine, soit on met grande, tu vois? La grande Faiza Again, la reine Faiza Again, enfin, voilà. Moi, je suis une grande fan de tous les livres de Faiza. J'ai eu, une chance immense de la rencontrer pour Oussekine et j'ai eu une chance, incroyable qu'elle ait accepté de collaborer à nouveau, sur, La Pampa. Alors, C'est Sorcière une te grande propose magnifique. Elle Toi, tu as dit dit quoi? J'ai magnifique. Parce que toi, tu as dit la magnifique, ça me reine. va. Magnifique, c'est pas mal. Ah, Magnifique écoute, écrivaine. on peut envoyer tous les plus beaux qualificatifs du monde pour, Faiza, elle le mérite vraiment. Alors, maintenant, il y a Bimis Bull qui parle de la Queen. Bon, bah oui, Ouais, c'est ouais, on pas. est tous on est d'accord, mais en tout cas, c'est dans ce champ lexical-là, hein, c'est vraiment hem et Faiza, effectivement, on s'est rencontrés. Moi, je l'ai rencontrée parce que j'avais lu La Discrétion, sur Oussekine et puis après ça a été une rencontre, très évidente. Enfin, tu sais, de ce genre de moment où tu rencontres quelqu'un et puis, parce que c'est elle, quoi, parce que c'est elle et parce que c'est nous, il y a un truc très évident. On s'est rencontrés, l'envie de raconter la même chose, la même colère aussi en nous, la même colère. Je crois que c'est ça qui a noué notre relation. C'est une colère et puis c'est l'humour. C'est quelqu'un de très, 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 très drôle, Faiza. Donc, bon, bah, voilà, juste, c'était très évident quand on a fini Oussekine, on était avec Bérénice Boquillon, donc, l'autre co-scénariste du film qui a fait un travail extraordinaire aussi sur le film. On avait besoin d'avoir un autre souffle, un autre regard. J'ai proposé à Faiza de venir, avec nous 2 pour, finir d'écrire et puis elle est venue, puis elle a mis, sa patte, elle a musclé les choses, elle a élargi les choses à plein d'endroits aussi, puis elle a qualifié, les personnages, un peu plus. Non, Faiza, moi, je peux pas me passer d'elle. C'est vraiment une de nos plus grandes romancières, donc Elle vient de sortir, enfin, il y a quelques mois, Kiff Kiff hier, hier. qui est l'écho de Kiff Kiff demain d'il y a 20 ans. On retrouve Doria, comment dirais-je, le personnage principal. Protagoniste. Ouais, protagoniste. Voilà, c'est le terme, protagoniste. Alors, je n'ai pas trouvé d'autres liens. Il y en a sans doute. Il y en a quelques-uns évidemment dans le filmage, mais je m'arrête là. Je reste sur la question du scénario, puisque la question du genre, on n'en dit pas plus, est posée tout le long du film. Est-ce que c'est genré l'exercice d'écriture d'un scénario? Non, je crois pas, hein. Non, je crois vraiment pas. À quel endroit tu veux dire? Ah, non, non, mais je te pose la question, tu vois? Parce qu'on voit beaucoup de duos, de trios de scénaristes avec des hommes, des femmes, et voilà, c'est une question que je me pose. Est-ce que, tu sais, on disait, les hommes, c'est l'action, les femmes, c'est l'intimité. Moi, Ah non. je ne crois pas en ça, évidemment, mais Ah non, j'avais même pas pensé, je t'avoue. En fait, sur le point de vue, ça l'est, oui. Moi, je m'autoriserai jamais en tout cas, je m'autoriserai jamais sans être accompagné de personnes, issues, du genre, féminin pour pouvoir, parler d'une trajectoire d'une femme ou d'une jeune fille, tu vois? Dans le point de vue. Mais non, oh là là, non, c'est pas les garçons en bleu, non. Ah non, non, non. c'est Enfin, fini moi, ça, je on veux, est d'accord? bah, surtout, je veux plus, ah ouais, non, Oui, mais est-ce que le monde du cinéma n'invite pas à ce genre de choses? L'industrie, j'entends. Non? je crois pas, mais moi, je suis peut-être complètement à côté de la plaque, hein, mais je crois plus. Peut-être à un moment donné, oui, mais je crois plus aujourd'hui.
Alors, tout à l'heure, tu disais que tu aimais bien avoir le contrôle pour le perdre. J'aimerais que tu nous parles de cet acteur extraordinaire, j'ai trouvé, Damien Bonnard, qui joue le père d'un des deux. J'ai cru comprendre que tu avais beaucoup répété avec lui avant le tournage et d'une certaine manière, c'est ton truc à toi, c'est de répéter, 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 lire, relire, et donc finalement, avoir le contrôle. Et pourquoi tu fais ça plutôt que de laisser l'improvisation, de laisser la magie du tournage? Est-ce que c'est pour des raisons d'angoisse? Est-ce que c'est pour des raisons financières? Est-ce que c'est pour des raisons de méthode de travail, d'envie de le faire comme ci ou comme ça? En fait, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, une fois que le scénario est écrit et que le casting est là, moi j'aime on fait des lectures normalement, mais moi je trouve que les lectures, ça sert jamais assez. On lit et puis il se passe finalement pas grand-chose, donc en fait, j'aime bien répéter en plusieurs temps. Chaque Tout le film en entier, mais comme Ousekine, tous les épisodes ont été répétés de la première scène à la dernière scène. On les répète dans un premier temps à Paris, heu, dans les bureaux de production, on répète et en fait, ça permet aux actrices et aux acteurs de s'approprier les dialogues. Ils ont les dialogues en bouche et ils me disent: «Là, Antoine, je le sens pas, est-ce qu'on pourrait dire ça? Ah, ouais, mais là, ça change un peu le sens». Ça, hop, on creuse ensemble, on sculpte ensemble les personnages et puis, on a une nouvelle version de scénario puisque quand je fais ça avec, Clémence, la script qui travaille, qui travaille avec moi depuis, très longtemps maintenant. Donc on a une nouvelle passe de scénario et à partir de cette étape-là, les acteurs et les actrices, ils ont ils connaissent mieux le personnage que moi. Moi, il m'appartient presque plus. C'est une étape assez particulière puisqu'on leur livre en fait, on leur livre le bébé quoi, on leur livre Mmh. les personnages et à ce moment-là, il y a une autre étape. On les emmène tous sur les décors, toute la troupe sur les décors et on refait la même chose. On refait une passe de toutes les scènes sur les décors, on répète tout le film. Et là, il va se passer autre chose, c'est que comme on est sur les décors, et ben, il y a des choses qui vont ne plus être quand je dis des choses, c'est des lignes de dialogue ou des intentions, heu, un langage corporel qui va complètement changer, qui va du coup nous pousser à, dire plus de choses ou en enlever. Voilà, le regard d'un ami, sur son meilleur pote, alors qu'on avait mis une phrase qui était un peu trop explicite, un peu trop didactique, bah, d'un seul coup, s'il s'adosse contre le mur et qu'il le regarde droit dans les yeux, ça Mmh. suffit. Mais ça peut on peut se le faire, on peut se le permettre parce qu'on est dans le décor. Et là, il y a une partie de l'équipe technique qui est là, donc on commence un peu à penser au mouvement de caméra, à ce qu'on peut faire, où poser la caméra. Et là, donc, il y a la deuxième étape où on «réécrit» entre guillemets le scénario avec les vrais dialogues et quand on arrive sur le plateau, on a cette fameuse stabilité dont on parlait tout à l'heure. Donc on l'a parce qu'on a Mmh. maîtrisé un tout petit peu ce dont on parlait, c'est-à-dire la partie, artistique, décor, make-up, costume, tout. Mais les acteurs sont également au même endroit que nous en termes de stabilité. Toutes les questions autour des personnages ont été posées. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi elle fait ça? Moi, je pense qu'elle dirait pas ça, mais elle dirait plutôt ça. Ah OK, intéressant, viens, on en parle. Tout ça, on l'a fait dans ces 2 étapes-là. Ce qui fait que quand on arrive sur le plateau, il y a pas moins de magie de cinéma, il y a juste, encore une fois, plus de, de confort de travail et c'est à ce moment-là qu'on peut sortir du rail. Parce que tout le monde est d'accord, la note, elle est pour tout le monde la même. Les actrices, les acteurs, les techniciens, tout le monde. Tout le monde a la même note. Donc quand on sort du rail, bah, on sort du rail tous ensemble et ça permet justement de pouvoir, hem, j'ai remarqué beaucoup plus d'ampleur et de s'autoriser beaucoup plus de choses. En faisant ça, par exemple, moi, j'ai supprimé des scènes entières pendant le tournage parce que je disais: «Non mais cette scène-là, elle sert à rien, on a tourné ça avant et du coup on a sorti un tout petit peu on est sorti un tout petit peu du rail donc cette scène-là, elle a plus lieu d'être. On l'enlève». Mon producteur qui me dit: «Non mais viens, tourne là quand même, on sait jamais». Je dis: «Non, je suis sûr et certain qu'on n'en a pas besoin puisque là on est bien, on est stable et après il se passe ça et il se passe ça, on est bien». Moi, je trouve que ça n'enlève rien à la magie de l'instant. Au contraire, je trouve que tout le monde se sent en sécurité. Quand je dis en sécurité, c'est même pour les scènes, par exemple les scènes d'intimité, on avait une coordinatrice d'intimité, enfin tout est préparé. Tout le monde est en sécurité, les actrices, les acteurs, tout le monde, se sent bien et donc comme on est en sécurité, bah, on offre 1000 fois plus et il se passe 1000 fois plus de choses. Moi, je peux pas travailler autrement. Je dis pas que c'est la bonne méthode, hein, je dis que je prends beaucoup de plaisir à travailler comme ça, en fait, tout simplement.
Le chat s'étonne, mais s'étonne en bien, en disant c'est assez fou de faire autant d'exploration dans le réel via la fiction. Mmh. Oui, oui, c'est très juste, c'est très intéressant. Oui, oui, c'est très intéressant, en fait, je crois que j'utilise la fiction pour, dépeindre, décrire, heu, ce qui me paraît insoutenable dans le réel. Donc en fait, je suis obligé de passer par ce tunnel du réel et quand je dis ce tunnel du réel, c'est encore une fois pas tant sur le fond, mais c'est aussi sur comment on le fabrique tous ensemble avec l'équipe, quoi. J'ai besoin de passer par ce par ce d'aller tailler le bois du réel pour en faire, ensuite une fiction, quoi. Mais je crois profondément que je peux pas faire autrement. J'essaie, hein, je vous jure que des fois j'essaie, je me dis, non mais c'est vrai, je te le dis, tout à fait, très sincèrement. Des fois je me dis: «Bon vas-y, on essaie une autre méthode et tout» et en fait, je pense que c'est lié à quelque chose aussi qui est lié moi j'ai pas fait d'études. J'ai pas fait d'école, de cinéma, tout ça, enfin je suis une anomalie comme je dis souvent dans ce truc, quoi. Donc en fait, c'est une manière aussi d'éteindre un tout petit peu, mon complexe, tu vois? De me dire: «Bon, bah, comme on a bien travaillé tous ensemble avant, il y a pas de raison que quand on se retrouve face à la copie, tu vois, on on pèche, quoi». Donc voilà, mais j'aimerais bien faire un peut-être qu'un jour je ferai autrement, j'essaierai, je sais pas. Micro coupé, là, ça devrait être mieux. Ouais, voilà. Donc je disais à Antoine, non, non, on lui pose des questions parce qu'on s'intéresse à son travail, pas du tout pour qui change de méthode, pas du tout. Non, 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 moi je trouve ça très bien, Non, mais bien sûr, bien sûr. j'avoue que j'avais été étonné quand tu m'avais dit que tu répétais à ce, Moussekine? Ouais, ouais. oui, que tu répétais à ce point. Voilà. Alors ici, il y avait quand même un dernier petit point. Alors là, on va parler de production, c'est qu'il y a Disney dans les deux cas. Ouais. Ouais, 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 bah, ouais, écoute, Disney, bon, bah, Oussekine, on en avait déjà parlé la Oui, dernière oui, fois. oui. Ils sont venus me chercher, voilà et en fait, personne d'autre est venu me chercher avant, et en fait, bah, il s'avère que, Hélène Hetzy, Kevin Desson et à l'époque, Pauline Dauvin aiment beaucoup, ce que je leur propose donc ils nous ont accompagnés également sur la Pampa, quoi, très généreusement donc voilà. Alors, là, on aborde vraiment la toute fin de l'entretien. Je voudrais, il y a aussi d'autres partenaires qui t'ont aidé. C'est les régions Pays de la Loire. Ouais. Or, je pense que ça ne t'a pas. La méthode de travail est très inspirante, absolument, absolument. Voilà, le chat rebondit. Or, ça n'a pas dû t'échapper que le budget du Conseil régional Pays de la Loire a été amputé de 70% pour la culture. Mmh. C'est Christelle Barançais, la présidente, qui a annoncé vouloir diminuer le budget culturel de plus de 70% et faire 100 millions d'économies. Or, alors je ne veux pas te mettre dans l'embarras, mais est-ce que tu t'inquiètes Mais bien de, sûr, de ce qui est en train d'arriver? pas du tout. Mais tu me mets pas dans l'embarras du tout, mais alors là, pour le coup non, non et pour le coup, on était au festival Premier Plan à Angers et j'ai ouvert ma gueule quand j'ai reçu les on a eu 3 prix au festival Premier Plan et j'ai dit à quel point, en fait, c'était, hem, heu, u parce qu'en fait, la coupe budgétaire, elle est, sans rentrer trop dans les trucs techniques, mais ce qui était, demandé, c'était une coupe budgétaire, dans les régions d'environ 40 maximum. C'est ça. Ce qui est énorme, ce qui est déjà énorme. Bon, après, on peut discuter sur, les coupes budgétaires et tout, mais bon, c'est une demande. Ce que la région a fait, à travers, la présidente de la région, c'est qu'elle a coupé de plus de 70. Donc en fait, c'est idéologique. C'est zélé et c'est idéologique. Parce que derrière, elle a fait une sortie en expliquant à quel point, en fait, c'était fini, je sais plus exactement les termes, mais il y avait quelque chose qui racontait, en fait, que ce qu'elle voulait viser, c'était une certaine culture, un certain type de culture. Donc en fait, on bascule dans autre chose. On bascule non plus dans une demande, liée à la bonne santé d'un État, mais on bascule à un endroit idéologique et c'est là où c'est beaucoup plus problématique à mes yeux. C'est qu'en fait, ils visent en fait, ils visent les festivals et les associations qui vont être touchées. Donc évidemment que je suis très inquiet.
Je suis très inquiet. Mais je suis pas très inquiet pour moi et pour le cinéma, en fait. Je le suis évidemment, mais je suis inquiet pour les jeunes qui vivent dans ces régions-là et où les politiques publiques, en fait, peuvent donner accès à des festivals comme Le Premier Plan, mais à des festivals de littérature, à des spectacles de théâtre. Moi, j'ai eu la chance à l'époque d'avoir une politique publique qui m'a donné accès à ces, Bien sûr. à cette culture. Et en fait, moi, je ne serais pas là sans cette politique publique-là. Mes parents n'avaient pas le bagage culturel et n'avaient pas les moyens forcément de m'emmener dans tous ces endroits. C'est parce que quand j'étais à l'école, on m'emmenait dans ces endroits-là. Donc en fait, elle coupe les ailes à toute une jeunesse qui pourrait potentiellement s'ouvrir des perspectives à travers toutes ces manifestations culturelles. Non, c'est dramatique. Tu penses que quand tu dis que c'est idéologique, tu veux dire quoi? Tu veux dire que c'est pour plaire à un certain électorat? Non, je pense que c'est pire que ça. C'est pour, mais c'est mon avis, hein. Je pense que au contraire, c'est pour montrer à un certain électorat que maintenant la fête est finie. Vous voyez? Que, à une certaine même plus qu'électorat, à une certaine, frange de la population. Hem, c'est pas parce que je sais pas, je suis peut-être très naïf, mais je suis même pas sûr que l'électorat, que tu sous-entends qui serait potentiellement le sien, voire encore un peu plus à droite, puisse être, touché par cette coupe, budgétaire. Je suis même pas sûr que ça les excite, quoi. Je pense que c'est là où c'est plus problématique, c'est que je pense qu'elle a ce qui l'a, ce qui l ce qui l'a poussé à faire ça, c'est de taper sur les doigts de toutes les associations féministes, militantes, mais à un endroit qui ne leur convient pas, ne lui convient pas, c'est de couper. Heu, c'est dramatique. J'ai entendu déjà deux trois choses depuis le mois de janvier d'amis qui sont encore sur place et qui travaillent dans des associations. C'est vraiment dramatique. C'est vraiment très, très, très compliqué. Et c'est quelque chose qui a été un peu inauguré, c'est une tendance, qui a été un peu lancée par, Wauquiez, dans la région, Rhône-Alpes? Loire, Ouais. Rhône-Alpes et notamment où il avait tapé, dans les caisses, enfin je veux dire, pas tapé dans les caisses, Oui, mais, oui. Non mais du cinéma, du festival de Clermont-Ferrand, court métrage. Là tu parlais de non, premier plan, il a pas tapé dans les caisses, il a il a cassé la subvention. il a cassé, oui, oui, c'est ce que je voulais dire. Non, non, Ouais. non. Non, le problème, c'est qu'en fait, c'est idéologique et c'est zélé. C'est des rapports, moi, je trouve, mais vraiment, très bas. Enfin, c'est moralement bas, tu vois? On demande 40%. Quel intérêt d'aller monter jusqu'à je veux dire, la question, c'est pas tant, qu'on ait envie qu'on soit pour ces 40% ou pas, en fait, bon, c'est plus compliqué que ça et ça, je le maîtrise pas. Mais pourquoi enlever 72%? Pourquoi rajouter ces 30%? Pourquoi avoir ce zèle et cette envie à ce point-là, de couper l'herbe sous le pied de toute cette jeunesse, quoi? Est-ce que ça signifie, par exemple dans ton cas, dans le cas de La Pampa du film, que, si, c'était aujourd'hui que tu déposais ton dossier, le film pourrait ne pas se faire ou ce serait compliqué? Parce que l'apport des Non, pays de région, de la région, de Loire, les Pays de Loire était, conséquent? je ne crois pas parce que je pense que ça touche vraiment, particulièrement et c'est pire, les associations et les événements culturels, C'est pas ça. tant les tournages, tu vois? Et même je trouve ça pire, hein, malgré le fait que ça puisse potentiellement me concerner, je trouve ça pire. Donc je suis pas sûr que ça me touche, Oui, parce mais le que problème, j'ai envie ouais, vas-y. non, excuse-moi, parce que d'une certaine façon, les tournages, le prétexte est de dire que ça amène de l'argent, que ça fait tourner l'économie locale avec Tout les à fait. hôtels, avec les restaurants, il y a des Oui. équipes qui se déplacent et que le spectacle vivant, les associations, coûteraient plus qu'elles ne rapporteraient et que donc c'est là où l'idéologie intervient immédiatement, quoi. Oui et puis nous, en fait, quand on reçoit de l'argent, d'une région, on en dépense 2 fois plus. En fait, c'est un peu le deal, C'est contrairement à ce ça. que les gens imaginent qu'on touche, je dis une somme comme ça, mais 200 000 €, de la région et que les 200 000 €, on peut en faire ce qu'on veut. Mais le deal, c'est qu'on touche 200 000 €, mais qu'on doit en dépenser le double Oui, dans c'est la ça, région. c'est ça. Donc c'est très vertueux, en fait. Dans les hôtels, dans les restaurants, dans les locations de tout, c'est très vertueux comme système. Alors que les autres secteurs, culturels n'amènent pas forcément d'argent et effectivement ce que l'on tue en baissant les budgets, c'est le lien social, en fait. C'est le fait que les gens se rencontrent.
Tout à C'est fait, ça tout à qu'on fait. coupe. C'est le lien social et puis c'est l'horizon, en fait. C'est Mmh. encore une fois, on parlait de déterminisme social tout à l'heure, mais en fait, là, on appuie encore un peu plus sur les épaules de tous ces jeunes femmes et ces jeunes hommes, accablés par leur déterminisme social. Mon cher Antoine, il n'y avait pas beaucoup de questions parce que les gens n'ont pas forcément vu le film. Ils vont aller le Bah voir. oui. Alors, il y a quelqu'un de Arles. Est-ce que tu sais si le film sera à l'affiche mercredi à Arles? Tu ne sais pas ça? Ah, je sais pas du tout, je sais qu'il est à Avignon, Oui, mais c'est loin de Arles. oui, oui, Je oui. sais qu'il est à Marseille aussi, mais Arles, je peux pas vous dire. Bon, sur le site du distributeur, peut-être qu'on peut trouver ça Oui, ou ou sur Allociné. eh oui, Allociné, dont les notes sont dithyrambiques, hein, que ce soit à la presse, 4,1, je suis allé voir tout à l'heure, et 4 pour le public sur 5. Hein, c'est bien joué, bien joué, bien joué Antoine. Merci, Il paraît que merci. c'est déterminant, quand même. Ben ça ouais, moi j'ai appris ça aussi quoi, c'est déterminant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, dès que c'est en dessous de 3 5, n'y vont pas. Nous, on a de la chance, on a 4 et 4,1, donc on est très, très haut, mais donc du coup, ça ne semble pas décourager les gens. Allez-y, allez voir La Pampa, on est un petit film, on a besoin de se dire. Absolument. Et puis, c'est un super moment. Ah, il y a Eli Elio qui nous dit sur YouTube, est-ce que ce serait pas aussi parce que la culture montre le réel, un réel que certains pouvoirs veulent cacher, hein, ça revient sur la discussion des coupes de subventions. Ça donne envie, dit Rial. J'allais le dire, dit Renan. Je vais te saluer et je vais en profiter pour mettre la bande-annonce. Je l'ai pas fait avant parce que j'avais tellement peur que ça casse tout le son. On avait déjà mis un quart d'heure à le Ouais. faire, mais pour la rediffusion, ma chère Aurial, qui m'entend, si on peut mettre évidemment la bande-annonce au début, et toutes mes excuses à tous ceux et toutes celles qui étaient là en direct, je vous mets la bande-annonce. Ah merde, attends, là, il y a un raid à l'instant. Ah bah, Ah là là. Bon, alors, il y a des gens qui arrivent de d'Hollywood. Ah bah, d'Hollywood, c'est un bon nom pour, pour venir. Vous, En 2 mots? Dollywood, non? non, en un seul, d'Hollywood. D'accord. D'Hollywood. Nous sommes en train de terminer un entretien avec Antoine Chevrolier, réalisateur, auteur de grands talents du film La Pampa, et qui avait aussi réalisé pour ceux qui aiment les séries, quelques Barons Noirs, quelques Bureaux des légendes, et toute la série Malik Ousekine. D'ailleurs, à propos de série, est-ce que... oh non, non, merde, je suis en train de te poser une question sur quel est ton prochain projet. Ça, c'est la pire des questions quand on est en train de... C'est la pire des questions, tu me mets dans une sauce de ouf là, David. Non, non, mais je te la pose pas d'ailleurs. Non, je te la pose pas. Non, non, moi je te laisse savourer la sortie du film, mais je t'appellerai quand même pour te demander. Putain. S'il te plaît, Mais là, ben avec voilà. grand plaisir. Ah quoi, il a réalisé des épisodes du Bureau des légendes? Bah oui. J'ai réalisé enfin une grande partie de ce qui concerne l'étranger. Quand Marina Loiseau elle est en Iran, Irak, la trajectoire de Malotru, Syrie, jusqu'en Azerbaïdjan, Russie, enfin voilà. J'ai pas tourné un plan dans le bureau des gens, j'ai tourné que des choses à l'extérieur. Voilà. C'est ton côté la pampa, la C'est mon nature, côté la pampa, c'est mon côté, le vent dans les cheveux. que tu vas ébouriffer et ça me plaît bien. La série s'est tournée où? C'était tourné où? Tu peux dire où La c'était la la série? laquelle? Ah la Non, Syrie, c'était pas la tourné en série, la Syrie. ouais, non, Pardon, autant pour moi. excuse-moi. La Syrie, c'était tourné au Maroc. On tournait entre Ouarzazate, beaucoup à Ouarzazate, mais Casablanca aussi un peu. Bravo, bravo à lui pour le travail incroyable. Bon, allez, on peut terminer quand même sur une petite question par rapport à ça. Tout est différent entre un premier long métrage comme La Pampa que tu as sorti il y a 15 jours, déjà 100 000 spectateurs. On double la mise ce soir. Mercredi prochain, on est déjà à 200 000, s'il vous plaît. Hein, déconnez pas. Belle coiffure naturelle de La Pampa, nous dit Medbel. Pour ce qui te concerne. Oui, pour ceux qui sont fans de séries, qui oublient d'aller un peu au cinéma, qu'est-ce que tu pourrais nous révéler sur soit sur l'économie de l'un ou de l'autre, sur le savoir-faire, sur quelles sont la différence fondamentale pour toi entre un film comme La Pampa, un premier long métrage de cinéma et une fiction? Oh, ah ben voilà. Et le mec il coupe, il coupe pile au moment. Ah voilà, ça revient. Ah, on t'entend plus. Tu le fais exprès. Tu m'entends? Oui, allô? OK, Oui. désolé, ouais. Ah,
L'écriture, sans doute, te propose Super Benjamin. Non, la vraie différence, c'est le temps. C'est le temps de la série est pas du tout le même que le temps du cinéma. C'est-à-dire que, moi, le geste, il est absolument le même, hein. L'indispensabilité de ce que je dois montrer, quand je fais Ousekine ou quand je fais La Pampa est évidemment le même. Mais il s'avère que, pour vous donner un ordre d'idée, pour, un épisode de 50 minutes, on a entre 11 et 12 jours en série. Là où, quand je fais un film de 1 h 30, 1 h 40, j'ai 32 jours, 33 jours. Donc vous voyez, en fait, c'est vraiment le rapport au temps qui est différent, quoi. Alors, je suis désolé, il y a le bureau des légendes qui est venu interférer. Je sais pas, il y a il y a les services, et donc tu as une drôle de voix tout d'un coup. On va... Ah, merde. Non, c'est pas de ta Vous faute. m'entendez? On t'entend, mais ça fait, Bon ou pas? ça fait boum, 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 boum. Comme si quelqu'un essayait de se brancher. Mais, non, mais on a parfaitement entendu. Alors, effectivement, tu vois, je suis très mauvais. Je t'ai pas fait parler d'un acteur qui est dans ton film et qui a un rôle déterminant. Et il y a CC sur YouTube qui nous dit « J'ai vu l'interview de Artus sur Insta et ce live me confirme mon choix d'aller le voir. » Est-ce que tu veux nous dire... Donc là, on revient à la Pampa Ouais. sur Artus. Bah, on revient à La Pampa, mais en faisant un petit détour à nouveau vers le Bureau des légendes, parce que moi, j'ai eu la chance de caster Artus sur le Bureau des légendes. Artus, il joue le rôle de Jonas à partir de la saison 3. Je sais pas si vous vous souvenez. Oui. Et il s'avère que, comme je m'occupais, moi, en fait, de tout ce qui était en dehors du Bureau des légendes, en saison 4, il vient beaucoup sur le terrain. Donc on a beaucoup tourné ensemble et on est devenus très proches. On est devenus très potes, quoi. Et donc, quand on a écrit le scénario de La Pampa, ce rôle de Teddy que vous découvrirez, qui est comment dire, comment on pourrait qualifier ça, David? Qui est à l'autre bout du prisme de ce qu'on peut projeter et de ce qu'on peut imaginer d'Artus. C'est-à-dire que lui, effectivement, il est plutôt à l'endroit de la comédie, et là, on l'emmène vraiment à un tout autre endroit. Je savais qu'il pouvait le faire parce que je sentais dans le travail qu'on avait fait ensemble sur le Bureau des légendes que c'était un très grand comédien. Qu'on pouvait vraiment sculpter, creuser quelque chose ensemble pour faire en sorte qu'il puisse déployer, comme ça, cette espèce de possibilité, d'autre chose, une possibilité de montrer une autre facette. J'avais pas particulièrement envie qu'il fasse son Ciao Pantin, c'était pas ça du tout, c'était juste qu'il avait cette corporalité, cette possibilité de jeu, ce rythme de jeu qui correspondait parfaitement, à Teddy, quoi. Et vous verrez effectivement que c'est vraiment différent de ce qu'il nous a proposé auparavant, quoi. Merci infiniment, Antoine. Je vais te laisser parce que là, vraiment, comment dirais-je, la voix déformée par les micros de la DGSE du Bureau des légendes, ça, c'est plus possible. Ah, non, vis-à-vis de toi, mais t'inquiète pas, on a très bien compris. Merci, Antoine, te dit Eurial. Merci pour tout, te dit Trank. Il y a plein de souvenirs de gens qui ont découvert Artus dans le bureau, donc c'est grâce à toi. Le buzzerg qui fait des bruits dans son sommeil nous dit donne la papate, et puis allez voir La Pampa, nous dit Laure avec un cœur. Voilà, ça défile. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Bonjour à la petite famille. Merci, je vais aller le voir cette semaine. Ah oui, il faut je vous rappelle, hein, il faut y aller avant le samedi, parce que le samedi, les exploitants commencent à faire les comptes, et le lundi, ils décident. Donc il faut y aller le jeudi, le vendredi, il faut y aller plusieurs fois. Je vais voir si le film est diffusé à Amsterdam. Merci, j'y vais demain, promis. J'irai aussi, c'est sûr, nous dit Uzest. Ça, c'était Sanseverina qui ira demain. Eh bien, merci, et vous allez passer un super moment, je vous le garantis. Voilà. Merci Antoine, au plaisir de te recroiser. Rafle donc plein de prix partout et porte la bonne parole et la bonne caméra comme tu sais si bien faire. Merci David, et merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. On t'embrasse. Merci à toi. Merci. Au revoir. Au revoir. La riposte, c'est vous. Donnez au poste. Soutenez-nous sur auposte.fr.